évidemment, la 7 libre antenne, toujours avec Sylvain Baron, toujours sur cette mobilisation, ces mouvements, Nuit debout, mais pas que ça, parce que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le slogan que tu as utilisé pour votre manifestation. Alors tu vas nous expliquer, c'est nuit et jour ensemble, c'est ça? Alors, il n'y a pas de moi. Et c'est des mecs sur Mumble qui réfléchissaient à l'idée de dire faudrait que ce soit un petit peu plus logique, c'est pas que la nuit que ça se passe, et puis c'est bien. Tu les féliciteras, c'est un excellent slogan, j'ai trouvé en plus un beau pied de nez quelque part, puisque ces gens ont voulu squatter Nuit debout, allez-y, nous c'est nuit et jour ensemble. Il faut relayer, quoi. Et il y a une espèce de logique en plus, parce qu'évidemment, Nuit debout c'est bien beau, mais il faut bien aller travailler la journée. Oui, et puis il y a dans ceux qui peuvent, qui sont pas embêtés parce que c'est au moins pratique pour ça, le chômage de masse. C'est que les milliers de gens qui peuvent malgré tout tenir le siège, il y a des gens qui vont être plutôt nocturnes, d'autres plutôt diurnes. Si on se passe le relais, ça permet de maintenir constante la mobilisation pour le coup. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors justement, toi, on va dire, c'est quoi? Tu fais glisser un peu ce mouvement, parce que là, je sais que donc tu es l'organisateur d'une manifestation qui va se dérouler demain, c'est ça? Et dimanche. Demain et dimanche, devant les médias. C'est ça. Alors, explique-nous un peu. Donc, être à la place de la République, encore une fois, ça reste un avis subjectif, je veux imposer ça à personne, mais ça ne sert strictement à rien. Si les médias viennent, soit ça va être pour nous chier dessus en disant il y a eu des problèmes de confrontation avec la police, soit pour aller chercher les expressions publiques qui seront plutôt à l'avantage de l'oligarchie d'une façon ou d'une autre. Et plus rarement pour entendre finalement ce que peuvent dire réellement les citoyens. Il n'y a pas les assemblées générales ne sont pas filmées, par exemple. Bon. Si nous, on met un coup de pression monumental sur les médias, donc il s'agit clairement de dire, d'abord on vise l'outil, avant même de penser aux journalistes. Donc si on est 1000, par exemple, devant la maison de la radio ou devant BFM, l'effet de masse est quand même impressionnant. Je pense pas qu'on sera ça, très honnêtement. J'aimerais bien avoir une énorme surprise demain, mais je pense qu'on sera moins de 100. Alors peut-être que ce sera autre chose, mais si on était 1000, à insister, à faire des piqûres de rappel chaque jour devant les médias, en leur disant, c'est vous qui faites la propagande de l'oligarchie, et le peuple, maintenant, vient faire sa propagande. Il vient dire ce qu'il a à dire sur les questions de démocratie, de géopolitique, d'économie, et on vous demande pas votre avis. Il faut bien voir que les journalistes, mine de rien, sous les fenêtres, des jeunes qui foutent du raffut et qui sont en train de les interpeller, ils se sentent un peu mal à l'aise, ils n'ont pas l'habitude que les gens viennent manifester sous leurs fenêtres. D'habitude, ils sont très tranquilles, ils vont toujours à Bastille, Nation ou République, mais jamais sous leurs fenêtres, jamais. Donc les 2 premiers jours, par exemple, on les voyait pas du tout. Là, on les voit un petit peu, bon, mais c'est au final pas dire grand-chose. Et il faut absolument aller faire le siège de ces médias en leur disant, voilà, maintenant, vous allez avoir notre pression populaire, vous allez la sentir, du côté charnel, limite, quand vous allez sortir du bâtiment pour aller rentrer et puis torcher vos mômes, vous allez voir toute cette population qui est fâchée contre vous, et il serait beaucoup plus logique, plus intelligent de chercher à apaiser les choses en disant, bon, ok, faites voir 2 ou 3 porte-paroles, on va les interroger, on va leur donner un peu de temps d'antenne, et au final, ça permettrait pour eux d'assouplir la situation, de se dire c'est peut-être la seule façon qu'on aura de calmer cette mobilisation. Mais c'est ça le jeu, c'est-à-dire s'ils ne veulent pas nous donner la parole parce qu'on aurait élu 2-3 porte-paroles pour porter un message, des revendications communes, mais on est quand même en situation d'être de plus en plus vaste, de plus en plus de monde, et à un moment de se dire on va peut-être rentrer. C'est aussi bête que ça. Donc en fonction des médias, c'est pas les mêmes forces militantes qu'il nous faut. Clairement BFM, la maison de la radio et puis France Télévisions, c'est des grandes esplanades qui sont face à ces médias, donc il faut du monde. Par contre, quand on prend des médias comme des radios, je pense notamment à Europe 1 et RTL, vous mettez quelques centaines de gens dans la rue, ça bloque tout. Voilà, et ça va pas être difficile de les envahir. Mais c'est le point de départ. Je veux dire, si on veut parler à des millions de gens, vraiment des millions de gens, les informer correctement, parce que c'est un truc qui n'est pas compris et dans nos réseaux à nous, c'est que alors quelle que soit la couleur politique dans laquelle on est, c'est que dès qu'on est très politisé, qu'on est curieux,
Sur Internet, on va aller vers nos médias de référence, nos blogs de référence, etc. Mais on s'informe nous-mêmes. On est très activiste sur la recherche d'informations. Ce qui n'est pas du tout la même chose avec les grands médias mainstream ou la presse papier. C'est une information qui vient directement à nous. C'est pas la même chose. Eux choisissent l'information qu'ils veulent nous donner. Donc, il y a un moment où il faut qu'on comprenne que quand on est sur Internet, on est dans une démarche active de recherche de l'information. Quand on est face à sa télévision ou en train d'écouter l'autoradio, nous sommes dans une démarche passive de prise d'information. Ce qui explique que des médias qui soient écoutés par des millions de gens ont une portée immense, mais vraiment foudroyante, sur le fait que un porte-parole vienne dire, par exemple, premier message, j'appelle à ce que tous les Français reviennent dès le lendemain sur la place occuper le média dans lequel je parle. Eh bien, peut-être que sur ces millions de Français, on va en avoir quelques milliers qui vont dire « Ok, je viens ». C'est aussi comme ça, c'est de la statistique. Donc, le fait de dire on prend les médias mainstream qui touchent, qui ont une portée de millions de personnes, on est sûr de pouvoir déjà récupérer des copains pour nous aider à continuer le mouvement. Mais en plus, on peut aborder enfin des vrais sujets. Je veux dire, c'est un moment, si les médias ne veulent pas les aborder, si nous on leur met la pression, on va peut-être enfin pouvoir parler de géopolitique, d'Union européenne, d'OTAN, de démocratie, enfin voilà, de toutes ces questions-là, on va enfin pouvoir en parler. Donc c'est ça. Donc le but, vous allez manifester, donc c'est devant BFM, c'est ça? Alors, le cortège démarre à BFM à 14h, j'invite tous les métanautes et tous les Français à, voilà, essayez de leur parler autour de vous, ça se poursuivra dimanche, mais ça commence donc à 14h à BFM. On va rester 1 heure le temps de se préparer. C'est où BFM pour les petits... Alors c'est rue Oradour-sur-Glane, c'est près de la porte d'Issy-les-Moulineaux, près de la porte de Versailles. Par le tramway, ils peuvent accéder assez rapidement. Et ensuite on va continuer. Alors on va s'élancer dans notre cortège pour aller devant France Télévisions. Qui est pas très loin, c'est ça. Voilà. Ah, ils sont tous un peu dans le coin de toute façon. Tout à fait. Il y a TF1 qui est dans le coin. Il y a qu'il faut là-bas, vaut mieux occuper ce coin-là. Ils sont tous là-bas en plus. Tout à fait. Mais après, par contre, on va remonter plus tôt dans Paris, on va aller à la maison de la radio, puisque c'est mieux quand même d'avoir les médias publics de façon privilégiée. BFM, c'est parce que c'est une chaîne d'information continue. Mais sinon, les grands médias publics sont France Télévisions et donc la maison de la radio où il y a France Inter, France Info, etc. Ça nous appartient. C'est les médias du peuple. Bien que BFM prenne des subventions. Oui, tant qu'à faire. Hein. Mais quoi qu'il arrive, nous, on met des billes là-dedans, ça nous appartient, et quelque part, c'est là où on a le plus de légitimité à s'exprimer. Donc voilà pourquoi on va faire un tel cortège. Ça se terminera à 19h, donc au final, et il y aura t'as vu le gros caisson là pour faire la sono. On aura une petite sono pour faire des prises de parole. Hein. On va faire assemblée générale. Et je proposerai des ateliers qui seront portés notamment sur des questions de démocratie. Alors il y aura des tribunaux populaires que je proposerai d'instituer. Je proposerai aux gens aussi de commencer à faire des listes de personnalités qu'ils voudraient bien voir dans dans un gouvernement de transition. Parce qu'il faut qu'on y réfléchisse. À défaut d'avoir un programme commun, si on commence à penser aux intellectuels qu'on peut placer en fonction des ministères, mais après on peut faire une mise à jour tous les jours des votes, quoi, de voir les statistiques, jusqu'à avoir des plébiscites réels pour certaines personnalités. Je prends toujours les mêmes exemples, mais parce que c'est caricatural et c'est simple. Vous prenez Pierre Rabhi ou Claude et Lydia Bourguignon à l'agriculture, ce sont des gens qui risquent d'être très fortement plébiscités pour occuper de tels ministères, parce qu'on les sait compétents et on les sait dans une certaine logique. Donc, si on fait ça ministère par ministère, qu'on désigne des personnalités et qu'on les soumet à un scrutin pour les départager, et que ça en continue tant sur Internet que dans les assemblées générales, petit à petit, on a suffisamment de personnes qui votent jusqu'à ce qu'on puisse aller voir finalement les bonhommes qui sont plébiscités pour dire, bon bah voilà, on voudrait bien vous avoir, ne serait-ce que pour commencer en porte-parole pour ces questions, alors que ce soit l'agriculture ou autre chose. Mais en tout cas, on vous voudrait comme porte-parole sur ces questions-là et éventuellement devenir un futur ministre d'un gouvernement de transition. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Donc ça, c'est la question qu'on leur posera. Et s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, ma foi, il y aura toujours quelqu'un d'autre dans la liste qui pourra... bien sûr, voilà. Mais c'est le point de départ. Si on commence à penser au gouvernement de transition que l'on veut former, y compris dans les assemblées générales, et qu'on commence à discuter d'un mandat aussi, un mandat impératif, combien de temps, quels sont les garde-fous pour avoir le contrôle sur ce gouvernement, on commence à faire de la politique. Et en plus, on se débarrasse du problème majeur qui est de dire qui nous représente. Parce qu'on n'est plus en train de dire on va chercher un leader particulier pour nous fédérer tous,
on va prendre un collège de personnalités qui nous ressemblent dans nos convictions. Dès lors que c'est un collège de personnalités, il y a déjà une espèce d'autocontrôle dans ce collège même, parce que les gens qui sont pas forcément d'accord entre eux vont devoir composer dans un gouvernement de transition. Mais surtout, ça va représenter finalement ce que peuvent penser les Français. Parce que d'habitude, c'est toujours le président de la République qui désigne ses ministres, avec son premier ministre. C'est pas nous qui avons le contrôle sur nos ministres. Là, pour une fois, on pourrait avoir le contrôle sur chacun de nos ministres. On pourrait tous les avoir légitimés. On les investit. D'accord. Donc c'est des ateliers que je vais proposer, voilà, entre autres, créer des tribunaux populaires. Je demanderai s'il y a des juristes, des théâtreux, des philosophes pour créer les procès de l'oligarchie, en premier lieu du président François Hollande. Chercher des gens qui veulent voir s'ils veulent bien aussi commencer à parler d'experts pour des ministères. Et puis évidemment les travaux constituants, voir quelles sont les revendications exactement qu'on veut porter au-delà de celles qui seront amenées. Ce qui vient donc dans les revendications, la question de la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne, la destitution de François Hollande, c'est une évidence, et la sortie de l'euro et la constituante. Je me suis arrêté à ça, j'ai pas défini quels étaient les critères d'une bonne constituante, parce que je suis pas d'accord avec Étienne et d'autres personnalités qui en parlent, dans le sens où ils veulent des assemblées représentatives. Et moi, qu'elles soient tirées au sort ou élues, ça reste des assemblées représentatives. Comme je défends la démocratie directe, je considère qu'on peut mettre tous les citoyens qui le veulent au travail dans chaque municipalité, on ouvre des salles municipales, on dit allez bosser sur la constituante, on s'échange des textes par internet, par le préfet qui fait un petit peu la communication aussi entre les mairies. Et voilà, on peut le faire comme ça. C'est peut-être un processus encore un peu plus long que si on fait par une assemblée représentative, mais pour le coup, ça donnera une putain de légitimité à un texte constitutionnel, puisque c'est vraiment le peuple tout entier qui a travaillé dessus. Ouais, ça c'est la phase d'après, ça, si, ou voilà. C'est pour ça que, enfin, justement, la constituante, moi, je veux pas me prononcer sur la méthodologie, par respect pour le fait qu'il y a déjà des gens qui en parlent, et puis, il faut qu'on soit honnête avec nous. C'est mon désaccord avec Étienne, c'est que lui considère que c'est le fait de nous immerger dans ces travaux constituants qui fera un mouvement. Je pense que il faut pas voir les choses comme ça. Il faut qu'on ait un mouvement pour faire sauter notre tyrannie, en premier lieu, donc pourvoir à son remplacement. Et dès lors qu'on a pourvu à son remplacement, Étienne Chouard, par exemple, pourrait devenir, si on le voulait, et s'il le voulait bien lui aussi, délégué à la constituante, qui dépendrait du ministère de l'Intérieur, parce que tout ce qui relève des scrutins en France, que ce soit des référendums ou des scrutins électoraux, c'est le ministère de l'Intérieur qui, par voie de circulaire, dit voilà, ça va se passer en même temps dans toutes les communes, j'envoie les circulaires aux préfets qui eux-mêmes dispatchent aux mairies. Donc il faut avoir la main sur les institutions, et en particulier sur le ministère de l'Intérieur pour organiser une véritable constituante. D'autant que quand on étudie un peu les textes qui parlent de ces procédés-là, on a la commission de Venise, j'invite les gens à taper ça sur Google pour voir un petit peu les travaux de la commission de Venise, qui va évoquer dans ce qui fait la légitimité, on va dire, d'un référendum ou de choses comme ça, que que le fond et la forme soient corrects, c'est-à-dire que sur la forme, au-delà de tout ce qui est respecté au niveau du code électoral, c'est qu'on a une unité de forme dans le sens où tout le monde a voté en même temps, par exemple. Donc, ça nous empêche pas de faire des référendums nous-mêmes, par exemple dans certaines localités, en disant on voudrait pour commencer destituer Hollande, on va voir dans une commune de 200 habitants, on organise le référendum, mais c'est plus pour faire le buzz, et pour démontrer que c'est possible. Par contre, la réalité, c'est que ensuite il faudra un ministère de l'Intérieur qui organisera le tout, à l'échelle nationale. Parce que moi, je regarde un peu, ils font déjà leurs propositions. Ministre de l'Intérieur Alain Soral, Kémy Séba aux Affaires étrangères et Adrien Abosi, ministre de la Justice. Et Alain Benajam, ministre de la Culture. Tu te coupes juste de la population, là, je pense. Ça risque d'être pas mal, bon. Et voilà, c'est le but, hein, c'est que tu proposes. Ouais, le peuple dispose. Ouais, c'est vrai, effectivement, tu vois, ils ont déjà des idées. Non, mais visiblement, c'est vrai que ça plaît, parce que ça, c'est quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure en off, mais on est passé dans un nouveau paradigme où les gens, politiquement, bon, déjà, on sait, sont arrivés, ils n'en peuvent plus de ce système tel qu'il est actuellement. En tout cas, ils ont envie d'un changement clair, hein, même si on sait qu'ils ont du mal à exprimer comment faut s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ils veulent du changement. Et dans ce changement, il y a une chose qui est fondamentale, parce que on sent que avec justement les réseaux sociaux, le développement d'Internet, aujourd'hui,
non seulement on rejette cette classe politique traditionnelle, mais maintenant les gens élisent une nouvelle classe politique. En fait, ils la choisissent eux-mêmes. Tout à fait. Un peu, ils adoubent. Voilà. Sauf qu'on n'a pas passé l'étape supérieure, c'est-à-dire on dispose. C'est aussi ce qui me fait marrer d'ailleurs sur les débats sur la démocratie. Il y a beaucoup de gens qui réclament la démocratie directe sans tenir compte du fait que la technologie nous l'a apporté. C'est-à-dire c'est pas institutionnel ou constitutionnel qu'elle a été créée cette démocratie directe, c'est par la technologie. Internet est un énorme vecteur de démocratie directe. Donc, moi j'ai monté un forum exprès pour qu'on mette tous ces débats, que ce soit constitutionnel, voter pour des gens qu'on investit, etc. Voilà, pour faire la totalité du truc. Mais c'est un espace de discussion, et le Facebook en est un peu plus bâtard, mais ça permet aussi de faire des choses. Bref, à travers les réseaux sociaux, on peut faire quelque chose qui est absolument magique, parce qu'on a la démocratie directe grâce à la technologie. Donc à nous de l'instituer ensuite plus tard, mais en attendant, comme on peut pas mettre les gens d'accord, c'est difficile de rédiger un programme. Un programme commun qui fédère tous les Français, faire un travail collectif pour arriver à un programme, ça demande du temps. Par contre, je reprends mes exemples de tout à l'heure. Si je cite Pierre Rabhi à l'agriculture, avant même qu'on ait commencé à faire l'ébauche d'un programme sur les questions agricoles, si on dit c'est ce mec-là qui va nous aider à le bâtir, on va travailler avec lui, c'est bien nous qui sommes à l'origine du truc, mais il nous aide un peu, il nous aiguille. On sait ce qu'il pense, on met sa gueule, je suis désolé, je suis un peu... mais voilà, on voit sa gueule, on sait tout de suite ce qu'il pense, quel est son délire, qu'est-ce qu'il ferait s'il était ministre. On le sait tout de suite, et ça c'est un avantage certain quand on a toutes les difficultés du monde à pouvoir faire un effort collectif de rédaction d'un programme politique, c'est déjà de dire, avant de penser au programme, on met nos représentants, les intellectuels qu'on aime bien, Jacques Sapir, je mets les miens au passage, Jacques Sapir soit la finance, soit la Banque de France, on peut mettre Bernard Friot aux affaires sociales pour qu'il nous fasse le salaire de vie, on peut mettre Jean Covici à l'industrie, enfin voilà, chacun va avoir des noms, chacun a ses références, ce qui est d'ailleurs aussi quelque chose qui est génial, parce que moi par exemple j'y connais que dalle dans tout ce qui est éducation nationale ou dans tout ce qui va être la santé, tu vois, c'est pas des trucs que je connais. Par contre, il y a d'autres gens qui eux sont plus spécialisés sur ça. Donc ils ont des gens à nous proposer. Ils peuvent nous dire tel intellectuel, je vous fais une petite fiche wiki, une petite photo, je vous envoie un lien vers une conférence, découvrez-le, il pourrait être un très bon ministrable. Donc le fait qu'on cumule nos connaissances, nos intérêts, nos sources d'intérêt particuliers fait qu'en plus on connaît des intellectuels qui en parlent. Et c'est ça qui fait que, pour le coup, si on a un collège qui se constitue petit à petit, on a par défaut aussi un programme qui se constitue petit à petit. Parce que ces gens vont devoir s'entendre, parce qu'on va devoir communiquer avec ces gens, et eux sont compétents. Donc nous, quand on va leur dire, ouais, on veut faire quelque chose qui est très très radical, quelque chose, je sais pas, n'importe quelle réforme, l'expert est pas là pour dire oui ou non. Il va dire, voilà quelle difficulté on va se poser si tu veux qu'on le fasse comme ça. Ils sont là pour nous aiguiller, mais c'est pas lui qui décide. Le mandat, c'est quand même nous qui le rédigeons. Alors, ça veut dire que toi aussi, donc, tu optes pour... parce que je sais qu'il y a une frange, souvent des gens qui militent, qui refusent que les mouvements soient incarnés. Qui nous disent, non, c'est le projet, on veut pas d'incarnation. Toi, c'est l'inverse dans ce que tu proposes, parce que justement, tu dis, il faut que le mouvement mais soit par une incarné. multiplicité, non mais pas par une multiplicité, pas par une personnalité, mais en tout cas, il faut quand même des personnalités sur lesquelles s'appuyer. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si au-delà du débat philosophique, tout à l'heure, je te parlais en off de Étienne de la Boétie qui se scandalisait à juste titre du fait que on est vraiment très contre, nous les êtres humains, mais on peut pas s'empêcher d'avoir besoin d'un chef. Bon, on peut refaire tout le débat philosophique, parler de l'anarchie, enfin voilà, on peut vraiment entrer dans la profondeur du truc. N'empêche que sur des milliers d'années de civilisation, et ça partout dans le monde, faut dire ce qui est. On est resté dans le même délire. Donc comme c'est quelque chose où je prétends pas, moi, qu'on va avoir le temps de tout changer, ce rapport philosophique, culturel à l'autorité, au chef, etc., c'est pas à nous qu'il appartient de tout changer ça, et je pense que ça prendra quelques siècles encore, au moins, si jamais ça pouvait changer, autant composer avec ça en se disant, bon, ok, ils veulent des chefs, ils veulent des leaders, ils veulent on en a besoin, bon, ok, mais si on laisse un seul décider de tous les ministres, etc., d'abord, le un seul va diviser toute une frange de la population, donc c'est ce qu'a celui-là n'a jamais compris, il a cru qu'il pourrait fédérer tout le monde, mais non.
C'est pas possible. Un seul ne peut pas fédérer tout le monde, c'est déjà ça. Et puis surtout, si on se dit, ouais, mais là, c'est pas un seul, c'est un par ministère, et c'est que des gars compétents qui ont jamais cherché le pouvoir, qui étaient pas... Peut-être qu'il y aura 2-3 politiciens, tu vois, mais sur l'ensemble, il y aura des gens qui n'auront jamais cherché à avoir un mandat politique quel qu'il soit. Donc on a confiance, c'est des têtes qu'on reconnaît, on les sait compétentes, on leur fout un mandat qui limite leurs prérogatives et sur lequel on a le contrôle, en disant si vous merdez, on vous fait sauter par référendum. Mais au moins la question du leadership, on va dire, par rapport à un ministère, là je parle pas de l'autorité suprême, au moins on la règle une bonne fois pour toutes, et si on la règle plus tôt que possible, particulièrement s'agissant du ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères et ministère de la Défense, qui sont les 3 postes régaliens les plus utiles pour des révolutionnaires. Ministère de l'Intérieur, parce que ça nous permet d'avoir le contrôle sur la police, d'une certaine façon. On voit la logique de départ. Ministère de la Défense, parce que c'est ça qui nous permettra de faire sauter le président. C'est l'armée qui décide au final de ce qui se passe. Et ministère des Affaires étrangères, parce qu'il faut parler avec le reste du monde. Il faut absolument qu'on puisse communiquer avec des ambassades, avec des diplomates et dire voilà, reconnaissez-nous, nous avons un gouvernement à vous proposer. Ils l'ont fait avec le Conseil national de transition fantoche en Syrie et en Libye, qui avait aucune légitimité. Nous, on a l'occasion d'en créer un, mais avec une réelle légitimité pour le coup. On peut même le faire approuver par un processus référendaire. C'est un peu l'idée. Alors, est-ce que c'était le Conseil national de transition français là que j'avais entendu parler? Alors ça, c'était le délire de Fiorile, mais lui, il était sur une assemblée parlementaire. Donc non seulement il n'avait pas écrit une forme, au moins une mini-constitution qui donnait les prérogatives, le mandat, etc. Il avait fait un espèce de diagramme bâtard en disant voilà, vous pouvez tous être au Conseil national de transition. En fait, ça faisait une grosse assemblée et c'était pas un gouvernement, un pouvoir exécutif et forcément un collège de personnes qui est limité. On peut pas avoir un parlement de 500 personnes pour décider d'actions radicales et rapides. Je veux dire, je prends le plus caricatural, un pays nous envoie une bombe à la gueule. On a peu de temps pour réagir, on va pas faire voter un parlement ou faire organiser un référendum pour réagir, il faut tout de suite que quelqu'un réagisse, prenne une décision. Alors peut-être que sur le reste de la continuité, on va consulter le parlement pour faire les choses bien, mais ce qui est demandé à un gouvernement, en premier lieu, c'est de pouvoir réagir à n'importe quelle calamité naturelle, militaire ou autre, de pouvoir réagir dans l'instant. La deuxième fonction du gouvernement, c'est de faire appliquer les lois, qu'elles soient votées par le Parlement, par le peuple, ou à l'origine du gouvernement aussi, mais par voie de circulaires, de décrets, d'applications, voilà. Eux, ils font tourner la machine administrative, c'est l'autorité administrative. Ils sont élus pour pouvoir gérer toutes les administrations, dont les corps régaliens. Donc, ces fonctions sont essentielles. C'est un libéral qui en parlait très bien pour le coup, Madelin. J'avais vu une de ses conférences, c'était assez intéressant. Les libéraux détestent les gouvernements, ils détestent les États, hein, faut être clair. Et il disait, même les libéraux reconnaissent que le gouvernement est indépassable. Il a cité un exemple d'une petite histoire qui s'était passée à l'époque de Louis XV, où Marseille et une partie de sa périphérie étaient impactées par je crois que c'était une épidémie de lèpre, ou de peste, je sais plus, je crois que c'était la peste. Donc, à un moment, il a fallu, pour sauver l'ensemble de la population, dire on va faire un corridor sanitaire où les gens ne pourront plus sortir de Marseille. Ce qui signifiait donc condamner à mort des gens, je sais plus comment on appelle ça, c'est mise en quarantaine. Ouais, ça, voilà, c'est exactement ça. Donc, pour prendre une telle décision, c'est quand même chaud, parce que d'abord on est dans une certaine urgence sanitaire, hein, l'épidémie elle progresse à très grande vitesse, donc il faut qu'à un moment quelqu'un prenne une décision, mais surtout une décision qui est aussi grave, qui pose autant de responsabilités. Si on réfléchit un peu collectivement, même si on avait le temps de la poser assez vite, il y aurait des gens qui seraient contre, il y a des gens qui seraient pour, mais surtout on serait mal à l'aise avec cette... Quand on délègue la responsabilité à quelqu'un de dire voilà, ce qui est le plus difficile à prendre comme décision de façon collective, on compte sur toi pour le faire. Parce qu'on sait que t'es plutôt bienveillant, compétent, voilà, on sait pourquoi on t'a posé là. Mais en tout cas, on te fait confiance pour que les décisions difficiles qui réclament vraiment de répondre en urgence et en pesant toutes les difficultés, on sait que collectivement, on n'arrivera d'abord pas à se mettre d'accord là-dessus, et que quelque part, ça la fout mal. Quand c'est un parlement ou un peuple tout entier qui est en train de dire soit on se suicide parce qu'on laisse l'épidémie nous tuer,
soit au contraire on va tuer une partie de notre peuple, mais on l'a fait collectivement. Il y a quelque chose qui est dur, qui est violent. C'est pour ça que les libéraux eux-mêmes comprennent ce truc-là en disant le gouvernement, ça n'est pas un choix, c'est pas un délire philosophique, c'est une nécessité. Si on retire un gouvernement en disant on veut pas de gouvernement, pas de chef, etc., qu'est-ce qui se passera? Il y aura des chefs qui vont tout de suite apparaître, parce que l'armée, à la rigueur, et puis les administrations vont dire ok, vous voulez pas élire des chefs, vous voulez pas en désigner, mais nous, on a besoin de rester irresponsables. Nous sommes militaires, nous ne sommes pas élus. Nous avons une autorité supérieure, c'est pyramidal. Nous sommes l'administration de je sais pas quoi. Nous ne sommes pas élus, nous sommes irresponsables. Nous, on veut un chef. Donc, si vous nous en donnez un par défaut, on va prendre notre autorité hiérarchique supérieure au niveau administratif, militaire ou je sais pas quoi. Donc, on aura une dictature technocratique, pour le coup, où les militaires vont eux-mêmes faire un putsch en disant on va en installer un, puisque ce compte peuple ne veut pas donner un chef. Où il va y avoir un Soral ou une personnalité très forte comme ça, très à fond, qui va dire c'est le bordel dans ce pays, il n'y a plus de chef, donc je me propose en tant que chef, et on pourra tomber sur une dictature ou une nouvelle tyrannie. Donc c'est complètement crétin par délire philosophique qui est coupé des réalités de se dire on veut pas de chef, etc. Il vaut mieux se dire ok, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on ait des chefs, mais à ce moment-là, on veut qu'ils soient totalement légitimes dans le processus, on va avoir le contrôle sur tous, et on veut rédiger nous-mêmes le mandat. Donc quand on part dans cette logique-là et qu'on sait qu'on a le contrôle sur eux, bah, la question du chef n'est plus si sensible. Elle perd énormément de sa puissance. Parce qu'en fait, le chef est indispensable en fait dans la structure d'une organisation. C'est pour faire avancer l'organisation. Il permet tout simplement à la majorité des gens qui sont dans une organisation, une institution, de rester irresponsables. Quelqu'un qui est élu est mandaté par le peuple, donc il est responsable devant le peuple de la politique qu'il applique. Mais les administratifs, les militaires ou les policiers ou les magistrats ne sont absolument pas responsables, eux, en tant que salariés, des décisions qui sont prises à un niveau politique. Si on les rend responsables parce qu'on leur supprime l'autorité politique responsable devant le peuple, eux n'auront pas le choix que de porter eux-mêmes leurs responsables ou laisser l'armée faire ou qu'il y ait une circonstance exceptionnelle qui porte à nouveau responsable. Pour qu'il y ait un responsable, quoi. Ouais. Ouais. On peut pas laisser sans responsable. Ouais. Bon, là, depuis tout à l'heure, ils sont en train de... Tu les as lancés avec des propositions de gouvernement. Bah, tant mieux, alors ça me fait plaisir. Alors, tu sais quoi, on va commencer à prendre la question parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On me dit, par exemple, que pensent les organisateurs des éléments extérieurs, voire étrangers, ayant comme seule motivation la confrontation avec les forces de l'ordre? Parce que c'est vrai que vu de l'intérieur, eux, ils trouvent ça très bien. On va t'expliquer ça tout à l'heure. Ils trouvent ça non, c'est partagé. C'est partagé. Je t'invite vraiment, j'essaierai de te mettre en contact avec elle, mais inviter Sarah Lakimi ou quelque chose comme ça. J'ai plus son nom, mais elle est scandalisée par ce qui se passe. De toutes les façons possibles, hein, tout ce qui troll le mouvement, elle est scandalisée. Pourtant, c'est une fille qui est de gauche radicale, qui l'assume. Et voilà, moi j'ai du respect pour elle parce que sa position est encore plus difficile par rapport à des mecs qui sont tout autour et qui se disent être en harmonie avec ses convictions et qui en fait font le contraire. Donc il y a des gens qui sont scandalisés réellement, qui veulent pas rentrer dans ce délire-là ou qui disent on est peut-être à l'organisation, mais nous la liberté d'expression c'est obligatoire. L'essentiel des commissions ont quand même été formées par des citoyens qui étaient juste sur place, qui n'étaient pas du tout qui n'étaient pas noyautés du tout. Il y a vraiment très peu de commissions qui font chier. Donc c'est partagé. Faut vraiment pas croire que c'est tous les organisateurs sont en osmose avec ce qui se passe. C'est pas vrai. Donc vraiment, on peut parler presque d'une tentative de récupération, quoi, vraiment d'un mouvement, mais c'est pas le fond du mouvement. Je dirais pas récupération, parce que si à la base ils sont à l'origine de ça, ils sont quand même à l'origine, donc on peut pas vraiment dire qu'ils récupèrent. Mais par contre, là où ils sont cons, à mon sens, c'est que, je trouve ça sectaire comme positionnement, c'est qu'ils refusent la démocratie. Or, quand on crée un mouvement, il faut s'attendre à ce que on soit dépassé. Enfin, je veux dire, si par exemple demain j'ai 1000 personnes qui arrivent, je serais moi-même dépassé. Je veux dire, quelle légitimité j'aurais pour dire si tout le monde me dit en fait telle revendication que tu voulais qu'on porte, va te faire foutre. Je me sentirais mal à l'aise, mais quelque part je serais en minorité parce que quand il y a 1000 personnes ou 5000 ou 10 000 qui arrivent, la foule est souveraine. Qu'ils le veuillent ou non, la foule est souveraine. Et c'est pas eux. Donc eux ont eu la gentillesse de vouloir
mettent leur réseau, leurs compétences pour enclencher un truc, mais ils auraient dû avoir la sagesse de se dire, nous ne voulons pas décider de quoi que ce soit, nous vous laissons tous décider collectivement, vous êtes la foule est souveraine. Et ça, ils l'ont pas compris. Et c'est une erreur terrible. Et tu as vu un article de Thierry Messant qui est sorti concernant ce mouvement et qui fait le lien avec les mouvements de révolution colorée, type pot de porc, comme on a vu mais je suis pas totalement d'accord avec lui parce que son point de vue est je pense qu'il est quand même lié à une suspicion de corruption, soit par des intérêts étrangers, soit par des intérêts politiques intérieurs. Il doit y en avoir. Ouais. Mais souvent, on pense à des réseaux d'argent. Souvent, quand on parle de d'or, immédiatement, qu'est-ce qui nous arrive affiliation, c'est Soros. Tout à fait, voilà. Open Society au bout, oui. Tout à fait. Toujours les mêmes réseaux. Ouais. Donc, moi, j'ai pas ce point de vue-là parce que ce que j'observe, c'est que ça marche à la bêtise. C'est aussi con que ça. On a bien quelques idéologues qui sont peut-être de bisbilles avec certains intérêts soit nationaux, soit internationaux. Mais j'ai plus vu une immense part de bêtises avec des gens qui sont paranoïaques. J'ai pas d'autres mots, hein, vraiment des paranos, au même titre que les conspis qui voient le problème des Illuminati partout, des choses comme ça. Je veux dire, c'est le même genre de parano, mais c'est déplacé de l'autre côté. Nordon avait fait un super texte là-dessus, justement, c'est pour ça que je lui en veux un peu. Il avait fait un texte qui s'appelle La paille et la poutre, j'invite tout le monde à le relire, mais voilà, qui disait, si on va dans un extrême ou dans un autre, c'est pas mieux. Et moi, c'est ce que je vois. C'est que les gens qui sont là-bas, c'est de la bêtise, c'est de l'inculture, c'est du sectarisme. C'est idéologisé au plus haut point, mais sans fond. Et j'ai pas l'impression que les gens qu'on voit sur place soient vraiment des agents, même le grand bolos qui me casse les pieds. Je pense qu'il est sincère dans le fait s'il a tourné à droite, à gauche dans la CGT ou dans des associations plutôt à gauche, c'est que je pense qu'il a réellement des convictions. Mais dès lors que ces gens-là s'enferment à différents degrés dans leur névrose qui répercute sur la politique, parce que c'est le problème, hein, c'est juste ça, c'est qu'ils ont pour moi des soucis mentaux personnels, et ils les transfèrent dans le débat politique, au lieu d'extérioriser le débat politique à leurs propres problèmes. Donc, c'est l'impression, moi, que ça me donne. C'est surtout une immense part de bêtises et peut-être quelques idéologues qui ont juste à influencer avec leurs écrits. C'est vrai qu'il y a quand même l'affaire du logo, là, avec la main. Ouais. Bon, évidemment, c'est usité de partout. Le point fermé, on le voit partout. Je pense pas qu'ils aient besoin d'or pour le faire, quoi. Ouais, mais c'est marrant que même aussi déclarent cette filiation avec les événements de la place Tahrir, les mecs de Libye. Ouais, ils ont même été il y a une meuf qui est venue sur la tribune, à un moment, on l'a calmée parce qu'elle disait, on va faire un nouveau Ramadan. Oula. Détends-toi. Tu sais qui sont les gens qui sont arrivés. Non, mais tu vois, alors, tu vois, ça qu'on fait. C'est ça que ça fait un peu peur, quoi. Parce que, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir, effectivement, toute la foule au courant, mais quelques ponts, parce que il y a aussi une chose, alors, tu vois, puisqu'on est dans le côté, voilà, complot, il y a une chose qui m'interpelle, c'est le fait que, justement, les 2 premiers jours, il y avait très très peu de monde. Ouais. Apparemment, il y avait à peine 150 personnes, il y avait un peu plus. Ouais, quand même, non, un peu plus. Quelques milliers, hein. Et on a vu, je sais pas, les médias débarquer, ils ont attendu le 3e jour. Ouais, mais ils ont fait une promo de fou, quand même, sur le mouvement. C'est ce qui me fait dire que le gouvernement ne craint rien. Voilà, ouais. Le gouvernement n'est pas inquiet. Enfin, je veux dire, moi, je serais à la place de Hollande, je rigolerais, je dirais, c'est très bien, continuer de les disperser sur des conneries. Oui, parce que tirer sur la place de la République, de temps en temps un petit coup de matraque si ça va trop loin, mais c'est très bien, là. Tu me disais que Hollande, en plus, lui, il a trahi la France, quoi. Il y a une trahison. Clairement. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette trahison? C'est quoi, alors, la trahison de Hollande? Alors, je vais expliquer rapidement parce qu'il faut prendre la genèse du truc et de savoir de quoi on parle dans la théorie avant de pouvoir entrer dans la pratique. Il y avait, alors, c'est justement un truc à répéter à Solino et qu'on me répète à tue-tête, le crime de haute trahison a été retiré de la Constitution. Effectivement, la notion de haute trahison n'apparaît plus dans la Constitution. Cependant, dans le Code pénal, la haute trahison, ça couvre de mémoire 9 articles qui sont vraiment très précis et qui, en fait, on ne parle pas de haute trahison, même si le titre du Code pénal qui concerne cette partie-là parle de la trahison et de l'espionnage, le mot trahison est bien explicite dedans, mais on parle plutôt d'intelligence avec des puissances étrangères.
une expression de juriste plus ciblée, on va dire. Et donc, quand on parle d'intelligence avec des puissances étrangères, en fait, on va d'abord envoyer le justiciable vers l'article 410.1 du Code pénal qui porte sur nos intérêts fondamentaux. Les intérêts fondamentaux de la nation, ça a été codifié. Donc, c'est pas de la politique, les intérêts fondamentaux de la nation, ce sont des intérêts supérieurs qui doivent être garantis, parce que la République garantit que ces intérêts seront protégés. Le premier des intérêts fondamentaux qui a été listé, donc sur tout un ensemble d'intérêts, c'est l'indépendance de l'État, l'intégrité de son territoire. C'est normal, je veux dire, si on n'est pas indépendant et si l'intégrité de notre territoire si on est bombardé, ça, il y a quand même un souci. Et au fur et à mesure de la liste, c'est des intérêts qui sont de plus en plus, je vais pas dire superflus, mais qui, par exemple, vont toucher à l'écologie sur la fin, son environnement. Bon, c'est aussi très important, mais on voit bien que quand on parle d'indépendance et d'intégrité au tout premier, en tout début de liste, et qu'on arrive à l'écologie à la fin, c'est qu'entre les deux, par critère d'importance, on dit voilà, si tu respectes le premier, découle le fait que ce sera plus facile de respecter le second, etc. Mais c'est une obligation, plus encore au niveau politique, où les gens sont mandatés pour ça, que de respecter ces intérêts fondamentaux de la nation. Il y en a du point de vue des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État et des partis politiques. L'article 4 dit que les partis politiques doivent respecter la démocratie et l'indépendance nationale, etc. L'article 5 de la Constitution dit que le chef de l'État est garant de l'indépendance du territoire, de l'intégrité, etc., de la souveraineté nationale. Donc voilà, il y a déjà des prérogatives. On peut les retrouver, ces prérogatives, au niveau de l'intégrité territoriale. Alors, ce qu'il faut entendre par intégrité territoriale, c'est beaucoup plus vaste que le fait de se faire bombarder. Quand on se fait espionner par une puissance étrangère, on parle pas de pays ennemis, on parle plutôt de puissance étrangère dans le droit pénal. Par exemple, les États-Unis. Par exemple. Via la NSA. Un charmant type qui s'appelle Edward Snowden, qui est venu nous expliquer 2-3 trucs, c'est passé dans plein de journaux, bon. On s'est dit, c'est immoral. On a été un peu, ça fait mal. Mais on n'a pas, si on avait feuilleté notre code pénal, on serait dit, mais ça relève quand même de l'article 407 et 411.8 du code pénal sur la livraison de données informatisées, numériques, à une puissance étrangère. La NSA collecte, et quand on collecte avec des millions et des millions de données, on n'est pas en train de dire, allez, je te file un fichier avec une centaine de noms parce que ceux-là, on les surveille, ils peuvent arriver chez toi, ils sont dangereux. C'est des échanges intéressants entre les services, on va dire, pour lutter contre le terrorisme. Et quand c'est des millions de données, là, on n'est pas en train de lutter contre le terrorisme, on est en train de vendre le pays à plat de couture. De la même façon, nos diplomates ont été espionnés, on sait que les chefs d'État ont été espionnés, des grands acteurs économiques ont été espionnés, enfin voilà, ils ont espionné tout ce qu'ils pouvaient. Ouais, bien sûr, ouais. Ça, c'est de l'espionnage pour eux, mais quand nous, on contribue à ça, qu'il y a quelqu'un qui activement autorise ça, et le président de la République est le seul, avec le Premier ministre, qui a les pouvoirs nécessaires pour dire « j'autorise à ce que tant de quantités de données soient livrées à la NSA », donc à l'époque c'était Sarkozy, c'est lui qui, pour le coup, s'est rendu coupable de ça, mais quand l'affaire éclate, c'est Hollande qui est au pouvoir. Donc, lui, à la rigueur, aurait dû déjà agir en disant c'est un scandale. Nos alliés militaires en fait nous espionnent. Qu'est-ce qui s'est passé dans mes services pour que autant de données aient pu être communiquées avec les États-Unis? Il aurait dû chercher à savoir. Donc il avait la possibilité de se référer à l'article 4 de la Constitution de 46 qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Je suis désolé, c'est un peu le jargon est un peu lourd. Mais il faut bien comprendre que la Constitution, c'est celle qu'on connaît. Et dans le bloc de constitutionnalité se greffe en plus la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a une valeur juridique réelle, le préambule de la Constitution de 1946, donc de la 4e République, plus le pacte sur l'écologie, enfin je sais plus comment ça s'appelle, la charte de l'environnement. Donc ça fait partie tout ça de notre bloc de constitutionnalité. Et l'article 4, donc du préambule de la Constitution de 1946, dit que la France accorde l'asile politique à toute personne opprimée par son état d'origine. Edward Snowden est clairement un activiste à qui nous aurions pu accorder l'asile politique, déjà pour nos propres valeurs, d'abord par valeur, par conviction,
Mais en plus, pour se dire, peut-être que la direction du renseignement intérieur ou extérieur, la DGSE, aurait bien voulu savoir ce qui s'était passé, et dire, tiens, on va peut-être l'interroger, le gaillard, il a des données, profitons-en. Si on a été espionné de partout, qu'est-ce qui est vulnérable? C'est comme ça que le code de la défense parle des aliénations sur l'intégrité territoriale. C'est pas forcément une bombe qui vient nous péter la gueule, mais quand, par exemple, un matériel informatique sensible a été aliéné, espionné ou quelque chose qui s'est passé, on dit que c'est une vulnérabilité qui a été créée. Voilà ce qu'on va trouver dans le code de la défense. D'accord, ok. Cette vulnérabilité, il faut bien la contraindre, l'arrêter et comprendre ce qui s'est passé. C'est le rôle du président de la République au travers de ses prérogatives constitutionnelles. Je rappelle l'article 5 de la Constitution. Il est garant de l'indépendance et de l'intégrité territoriale, et dans les articles 1 et 2 du Code de la Défense, c'est très bien précisé sur quoi il est garant, sur quoi il doit agir, de façon active, défensive, etc. Mais c'est très bien précisé. Il faut vraiment lire les lois. Donc, il a une responsabilité qui est clairement établie. Il est responsable. Il est mandataire, il est responsable devant la loi. Ce gars-là n'a pas, ne serait-ce que appelé l'ambassadeur pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et enfin, il a fait un petit peu il a un petit peu rallouillé histoire de dire, mais ça s'est arrêté là. TAFTA, on est toujours en train de le négocier. On est toujours dans l'OTAN. Il n'y a pas eu de suite, ne serait-ce qu'une sanction commerciale quelconque avec les États-Unis. Donc déjà, il y avait une volonté manifeste de ne pas agir. Jusque-là, on pourrait considérer que le président de la République, ce sera un débat d'avocats, de dire non, en fait, il a peut-être pas trahi, il n'a pas agi. Donc ça, c'est un débat qui est compliqué. Mais quand il y a eu l'affaire de l'avion d'Evo Morales, qui date du 2 juillet 2013, pour rappel, Evo Morales, qui est président de la Bolivie, il est parti en Russie à ce moment-là et pour des affaires de gaz, je crois. Et Edward Snowden est en Russie. Hein, ce sont les méchants Russes qui, pour le coup, ont accueilli le dissident américain. Et les Américains soupçonnent très fortement que dans l'avion d'Evo Morales, qui est de retour dans son pays, le dissident américain Edward Snowden est présent. Donc, ils vont appeler leur larbin de l'Union européenne pour dire voilà, on a un problème, on pense que Edward Snowden est dans cet avion, immobilisez-le. Quand François Hollande, à l'égal de quelques chefs d'État, va fermer l'espace aérien de la France, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on ferme l'espace aérien à un avion diplomatique d'un président de la République qui n'a rien fait, qui répond des conventions de Vienne sur ce genre de choses. Donc on est censé respecter les traités aussi, toujours d'après l'article 5 de la Constitution. C'est aussi la réglementation de aérienne internationale, de l'OACI, de la liberté de l'air, la loi sur la liberté de l'air. On peut tout à fait. Et puis là, c'est une ambassade volante, c'est pas. Et là, en plus, c'est un avion de président, donc c'est complètement dingue. Donc déjà à la base, on viole des traités. On viole tous les traités internationaux. Et voilà. Rien qu'avec ça, on a de quoi lui dire t'as pas respecté ton mandat à la Constitution, tu te casses. Mais au-delà de ça, quand on ferme l'espace aérien à un avion, il faut mobiliser des moyens militaires et civils pour d'abord surveiller l'avion. Il faut qu'il y ait un radar militaire en général qui commence à surveiller pour vérifier que l'avion ne vienne pas. Donc il y a forcément un bonhomme en tenue qui est en train de surveiller l'écran. On a 1 ou 2 pilotes qui sont prêts à décoller dans leur avion de chasse pour contraindre l'avion qui est ciblé à ne pas survoler le territoire. Donc on a toute une mécanique qui se met en place, et avec des moyens militaires, encore une fois. Et là, ça revient c'est constitutif, à mon sens, de l'article 411.2 et 411.3 du Code pénal, qui portent sur la livraison de troupes, ou de tout ou partie du territoire, ou de la livraison d'équipements militaires à une puissance étrangère. Nous avons donné, pour l'intérêt strict des États-Unis d'Amérique, pas le nôtre. Nous, on avait tout intérêt à écouter Edward Snowden pour savoir c'était quoi le problème d'espionnage qu'on subissait. Si on l'avait écouté, on aurait pu résoudre ces vulnérabilités, comme par le Code de la Défense. Là, c'est carrément, non seulement on lui a jamais accordé asile politique, mais on va aider les États-Unis avec nos moyens militaires, tant en personne qu'en équipement, pour empêcher un avion présidentiel de survoler notre territoire. Cela au mépris de notre Constitution et de la règle des traités. Donc là, on commence à rentrer cette fois-ci dans le réel crime de haute trahison. On a des arguments, d'autant que cet avion, alors en plus il faut voir ce qu'a communiqué le ministère des Affaires étrangères. Ils ont parlé le lendemain des excuses pour les retards dans la communication
l'autorisation de survol. Sauf que le Grand Soir a bien mené son enquête. Une semaine avant le départ de cet avion, le plan de vol était déjà déposé. Voilà, donc il n'y a pas eu de... plus, ils l'ont fait, si j'ose dire, à l'envers au pauvre Monsieur Morales, parce qu'il survolait l'Europe, et tout d'un coup, tous les pays européens lui ont dit, on ferme l'espace aérien. C'est ça. Comment il fait? Il est au-dessus de l'Europe. Donc c'était pour le forcer à atterrir, évidemment, parce qu'il n'avait plus d'autre choix que d'atterrir. Et très dangereux d'ailleurs, parce qu'il a fait un atterrissage d'urgence à Vienne. Très dangereux, hein, puisque les atterrissages d'urgence, comme voilà, ceux qui sont dans l'aérien, il avait plus d'autre solution. C'est une procédure voilà exceptionnelle. C'est-à-dire que le pilote d'un coup, il doit tout modifier, son machin, il doit faire. C'est très dangereux. C'est-à-dire, en plus, on a mis la vie du président en danger pour forcer ce président à atterrir à Vienne. C'est inadmissible. Ils sont restés, semble-t-il, 3 heures sur le tarmac à négocier pour que, évidemment, la police autrichienne puisse rentrer pour vérifier que Snowden n'était pas là. C'est pas les Autrichiens, c'était l'ambassadeur espagnol, pour le coup, qui était en relation avec Evo Morales, qui voulait rentrer dans l'avion pour vérifier si Edward Snowden était là ou pas. Et Evo Morales, les négociations avec les Autrichiens, etc. Ouais. Les Autrichiens, je pense qu'ils sont plutôt restés... ils sont restés à l'écart. Ils n'ont pas le choix. Et ils sont pas dans l'OTAN. Ils sont pas dans l'OTAN. C'est pour ça que l'avion d'Evo Morales a pu atterrir là-bas. Mais donc, là, on voit bien quand même que cette fois-ci, on commence à rentrer dans le droit pénal. Le président de la République est un citoyen comme les autres. C'est un justiciable comme les autres. Il répond des mêmes lois que tous, surtout quand il est mandataire. Le crime de haute trahison, c'est rarement un crime qui est commis par un citoyen lambda. C'est forcément un citoyen qui a une autorité quelconque sur une institution quelconque. Il y a un troisième crime de haute trahison. Et là, alors là, il est balèze parce que c'est tout qui a été pris. C'est l'affaire des navires Mistral. On va parler d'intelligence avec des puissances étrangères. Alors dans la précision qui est donnée à l'article, en gros, on dit si indépendamment du succès ou non d'une telle entreprise, si on a commis des intelligences avec une puissance étrangère qui a nui aux intérêts diplomatiques, économiques et militaires essentiels de la France, nous sommes donc dans une intelligence, dans une haute trahison. Quand on parle de navire Mistral, de navire militaire, si on ne voit pas les intérêts diplomatiques, économiques et militaires qui sont liés, qui ont été violés tous de go, militaires parce qu'il y avait des radars qui avaient été installés sur de technologies françaises, donc sur ces navires. Et quand on va entreprendre un contrat commercial avec un pays pour vendre du matériel militaire, souvent il y a des échanges sur les technologies en disant bah voilà, moi j'ai besoin de réparer, donc transfère-moi d'un petit peu de ta connaissance. Donc nous on se met à poil dans ces cas-là. On dit ok, je prends un risque, je vends un matériel militaire à un pays, je suis prêt à vendre en plus, à lui laisser la mainmise sur tout le travail d'ingénierie, il saura comment refaire cette technologie tout seul, je me mets à poil. Mais en même temps, mon retour, c'est j'ai des emplois parce que j'ai des gens qui me fabriquaient les bateaux, j'ai des bonnes relations avec la Russie, enfin voilà, on peut voir tous les intérêts qui peuvent se mettre en contrepartie. Là, on s'est mis à poil sur des technologies sensibles que la France a laissé échapper à la Russie. Dieu merci, ils nous en veulent pas trop. Et du coup, ils se sont appropriés des technologies qu'ils ne connaissaient pas parce que on n'a pas voulu leur vendre un bateau. Et que, du fait du contrat commercial, ils avaient de toute façon accès à ces données. Donc là, on perd de l'argent, c'est à ce chiffre en milliards. Oui, parce que du coup, ils essaient de rattraper le truc, mais on les a revendus à l'Égypte. Oui, qui peut pas les utiliser, qui elle-même va les revendre à la Russie. À la Russie et à un prix inférieur, donc c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on rembourse les Russes qui vont racheter les bateaux à des Égyptiens encore moins chers, etc. Donc c'est nous les dindons, puisque finalement il paraît qu'on gagne rien. C'est une opération on peut même pas blanche, utiliser ce matériel parce qu'il a été configuré par rapport aux Russes. Par rapport aux Russes. Voilà, nous ça ne. Donc on peut pas l'utiliser. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous a dit, j'ai entendu des voix qui disaient, on a qu'à les prendre pour l'armée française, mais non, parce que c'est un bateau pour l'armée russe qui a été fait pour les normes russes, etc. Donc à partir de là, nous on peut pas ça va même jusqu'à des hauteurs de hangar dans le bateau où on peut pas mettre notre hélicoptère à nous parce qu'en fait c'est pas du tout la bonne hauteur. C'est pas la bonne hauteur. Voilà, c'est des trucs débiles. Donc nous on ne peut pas utiliser ces bateaux. Ça peut partir à la ferraille si on n'arrive pas à le vendre à la Russie en disant on a fait une énorme connerie, désolé, on avait un irresponsable au pouvoir. Mais là, nos intérêts donc économiques, c'est des tas de gens qui sont au chômage, qui vont pas construire les autres commandes qui étaient destinées.
Ça porte aussi sur, par exemple, des affaires d'avions qu'on devait vendre, des avions d'assaut qu'on devait vendre à l'Inde, notamment les commandes annulées, parce qu'on se dit, bah voilà, les pays étrangers se disent, et les Français ne sont pas sérieux, ils n'honorent pas correctement, à la moindre, dès que les Américains aboient, nous, on y va. Enfin, on n'honore pas nos contrats. Et là où ça devient, donc, encore une fois, du crime de haute trahison, c'est quand c'est pas fait seulement contre le peuple, mais c'est quand c'est fait au profit d'une puissance étrangère. Or, juste avant cette affaire des Mistral, quand il y avait donc le problème de l'Ukraine, c'était les Américains qui aboyaient, ils n'avaient pas cessé de le dire par Obama, nous sommes hostiles à l'idée que la France vende au nord son contrat. Très clairement. Donc quand c'est un pays tiers qui décide pour nous et qu'on a un toutou obéissant qui dit bah oui, on va juste s'asseoir sur des milliards et se mettre mal avec des tas de pays, mais juste pour vos intérêts à vous, pas pour nos intérêts à nous, là nous sommes dans le régime de haute trahison au sens du droit pénal. Donc, je pourrais citer d'autres affaires comme ça que on pourrait aller chercher sur le financement au terrorisme, quand on va financer, armer des gens en Syrie, etc., voilà, et qu'on se retrouve avec des attentats en France. Ça relève de l'article 421.2.2 du Code pénal. C'est amusant de chercher, mais quoi qu'il arrive, on a déjà tout un tas de sujets sur lesquels on peut contester la légitimité de l'actuel président de la République, et c'est des discussions que j'ai eues avec des avocats, en plus. Parce que moi je suis pas sûr, je suis pas avocat, je veux dire, je veux bien faire du droit en amateur, mais je suis pas avocat. Et quand j'en ai discuté avec l'avocat des décrocheurs, il m'a dit sur certaines affaires ce serait jouable. Donc assez facilement. Donc quand on en arrive à ce point-là, de dire ce mec-là il a violé les lois les plus graves qui puissent exister contre la nation, c'est même pas contre un individu, c'est pas des lois pénales habituelles de droit commun, là c'est pas de la corruption, c'est carrément il nous a trahis, il a servi les intérêts d'un autre pays, mais contre le peuple français, contre tous nos intérêts. C'est une vraie haute trahison, quoi, au sens juridique du terme. Et à partir de là, quand on a ça en main, nous on peut faire d'abord les procédures habituelles, on fait chier les députés parce que ce sont les seuls qui peuvent se réunir en haute cour de la République. Voilà, il faut trouver un tiers de députés qui joueraient le jeu, mais si on met une petite pression, je pense qu'ils pourraient réfléchir à deux fois en se disant vaut mieux peut-être être du bon côté du peuple à un moment ou à un autre. Bon, ça c'est de la pression qu'on peut mettre. On peut faire toutes les procédures au niveau de la commission des requêtes, de la Cour de cassation, envoyer spammer des procureurs de la République. Voilà, on peut faire des tas de choses au niveau institutionnel. N'empêche que le président est très bien protégé par la Constitution et par les intérêts politiques qui sont derrière. Donc il y a une autre façon de jouer pour le délégitimer, puisque le point de départ, c'est effriter la légitimité du président de la République, et en sortant du cadre politique, moi je parle pas de... Quand je dresse ces affaires, on peut dire c'est politique, non. Je parle de lois qui sont derrière. On prend des faits, on met des lois à côté, on sort du registre politique. Si on commence à attaquer sa légitimité en faisant des tribunaux populaires, et c'est ça que je voudrais proposer aux gens demain et après-demain, c'est dire voilà, s'il y a deux, trois personnes qui étudient le droit, des théâtreux, des philosophes dans l'âme, on crée des procès publics. Donc on va être rigoureux, hein, il y a une vraie défense, un vrai ministère public pour faire le réquisitoire. On essaie d'avoir un magistrat qui essaie d'être le plus neutre que possible, mais on filme ces procès publics. On les fait entre citoyens, avec les gens qui veulent bien nous aider de leurs compétences, mais on les filme. Non seulement au niveau des gens qui sont dans une assemblée, dans une salle municipale ou ailleurs pour assister à ces procès publics, ça remet déjà un petit peu les choses à l'endroit. On n'est plus dans l'immoralité politique, on est à nouveau dans le droit, on est en train de reparler de haute trahison dans le sens véritable du terme. Et puis pareil, sur YouTube, sur Dailymotion, enfin voilà, je veux dire, ça va être diffusé partout. Donc ça va avoir un côté... pour moi, qui va réarmer les gens intellectuellement en leur disant attention, quand on parle de trahison, de trucs comme ça, c'est pas des concepts flous de morale politique. Non, il y a vraiment quelque chose derrière. Ouais. Tout à fait. Alors on va faire la pause, parce que sinon après on va trop donner. Désolé, je parle beaucoup. Et puis on va revenir, et en plus comme ça on répondra aux questions, parce qu'il y en a plein. Donc on va répondre aux questions, et allez-y, posez les questions dans le chat questions, hein, et que des questions dans le chat questions. Il faut répéter parce que il y en a, ils comprennent pas, tu vois. La répétition, c'est la base du conditionnement, il paraît. Donc, on va faire la pause, et puis on revient tout de suite. À vous, la régie.